Faut-il continuer à côtoyer nos parents? Ça peut sembler brutal présenté comme ça. Et effectivement, parfois, continuer à côtoyer nos parents, c'est une insulte même à la fonction de parent. Certains d'entre nous, on a vécu des choses tellement compliquées, tellement lourdes avec nos parents, que continuer à côtoyer nos parents, c'est une insulte même envers la vie. Alors après, on peut poser aussi d'autres regards sur le fait, est-ce qu'il faut continuer à côtoyer nos parents ou pas? Et certains d'entre nous vont être touchés par cette notion de pardon, mais elle est très curieuse, la notion de pardon. À partir du moment où vous conscientisez que l'autre a toujours raison pour lui, que l'autre a filtré l'expérience de manière différente. Effectivement, on regardera ça à la fin de la vidéo, mais on fera un petit tour d'horizon pour les 9 profils d'énéagramme. Mais lorsque vous connaissez l'énéagramme, vous savez qu'un même événement peut être vécu différemment par les uns et par les autres. Donc à partir du principe où je sais que l'autre a vu la vie d'une certaine manière, que mes parents ont vu la vie d'une certaine manière, et que par définition, ils portent peut-être aussi des émotions, des croyances inconscientes, un rapport aussi à l'enfance, leur propre enfance, alors effectivement, même s'ils vous ont fait vivre des choses terribles, bah, au moment où ils vous faisaient vivre des choses terribles, ils avaient raison pour eux. C'est terrible à dire, mais ils avaient raison pour eux. Ça veut pas dire qu'il faut être d'accord avec ce qui s'est passé. Il s'agit pas d'être dans une acceptation mentale des choses. Il s'agit simplement de reconnaître qu'il n'y a rien à pardonner. Il y a rien, parce que pardonner sous-entendrait que, avec ma grandeur d'âme, tant qu'à faire, comme je sais ce qui est juste pour tout le monde, moi je pardonne les autres. Mais ça marche pas comme ça. L'autre a raison pour lui. Mes parents ont raison pour eux. Voilà. Et l'énéagramme va expliquer pourquoi aussi. Donc, est-ce qu'il faut continuer à côtoyer nos parents ou pas? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne se côtoie pas beaucoup soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il n'y a aucune rencontre émotionnelle. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, on a posé une connaissance, un étiquetage mental sur ce qui s'est passé. C'est comme un gros pansement. En réalité, les émotions n'ont pas été libérées. Les émotions, c'est effectivement ce qui est ressenti sous les épaules. Ce qui est ressenti sous les épaules, un même événement va être ressenti, encore une fois, et traduit par le mental de manière différente. Là où certains vont voir de l'injustice, d'autres vont vivre du rejet. Là où certains ont vécu de l'abandon, d'autres voient de l'humiliation ou de la trahison. Donc cette rencontre émotionnelle, effectivement, nous amène à terme à être en paix avec l'événement. Parce que même si l'événement que vous avez vécu avec vos parents est terrifiant, eh bien, qu'on le veuille ou non, il a eu lieu. Donc à un moment donné, je comprends, je sais, il y a les mécanismes de défense qui ont leur place, naturellement, mais pour certains d'entre nous, eh bien, c'est intéressant si on a le courage d'aller voir, de faire cette rencontre sensorielle et de regarder qu'est-ce que j'ai vécu avec mes parents réellement. Au lieu de me demander s'il faut que j'aille les voir, que je leur parle ou pas, qu'est-ce qui se passe ici? Et effectivement, tant qu'on n'est pas en paix avec soi-même et avec ce qu'on a vécu, eh bien l'autre sera toujours un problème. Je trouverai toujours un bouc émissaire. Alors ça sera mes parents, ça sera mon mari, ma femme, mon collègue de travail. Il y aura toujours un problème. J'accuserai toujours l'environnement parce qu'il n'y a pas de rencontre avec soi-même. Donc effectivement, ce retour en conscience et puis être dans l'écoute de ce qui se joue ici, une fois que vous commencez à trouver effectivement une forme de fluidité, de simplicité, de tranquillité ici, quand il n'y a plus de résistance, quand vous êtes dans l'accueil aussi que vous avez vécu certaines choses, ça ne veut pas dire que vous pardonnez ou vous ne pardonnez pas. Ça veut dire que vous vivez pleinement une évidence, l'événement a eu lieu. Donc parfois, quand on est mieux avec soi-même, eh bien la question qui se pose concernant les parents, est-ce que je dois aller les voir, est-ce que je dois leur parler, est-ce que c'est fini? Et puis parfois, vous savez, dire non aussi, dire non à un parent, dire non, je peux plus, là, j'arrête, c'est se dire un grand oui à soi-même. Voilà, parce qu'encore une fausse croyance, c'est de penser que je serai bien que quand les autres seront bien. Non, les autres parfois ne peuvent pas aller bien, et parfois nos parents ne peuvent pas aller bien. Par contre, peut-être que c'est respecter la vie que d'aller bien soi-même. Alors effectivement, si on rajoute une petite couche énéagramme, donc si vous ne connaissez pas l'énéagramme, c'est un très vieil outil qui pointe la manière dont le mental filtre l'expérience, mais c'est toute une dynamique qui est mise en avant, et puis à travers les époques, des psychologues, des psychiatres, des médecins, des accompagnants de toutes sortes,
ont apposé leur connaissance sur l'énéagramme, donc autant dire que vous pouvez l'utiliser de manière très légère, mais aussi de manière très conséquente. On va faire un petit tour d'horizon. Effectivement, ce qu'on reproche parfois à un parent, c'est qu'il était trop carré, qu'il nous mettait trop la pression. Je suis en train de parler du profil 1 énéagramme. Effectivement, le profil 1 énéagramme, eh bien, a tendance à regarder, à critiquer beaucoup. Et donc, certains d'entre nous, on a vécu la critique d'un parent. Mais c'est parce qu'il se critique lui-même. Le 2, qui veut aider les autres, eh bien, a tendance effectivement à rejeter, à se rejeter lui-même. Et il a tendance à rejeter, qu'on le veuille ou non, ses propres enfants. Ou ses enfants peuvent ressentir justement le fait qu'ils sont envahis par le fait que j'aide trop et au-delà de toute demande. Donc effectivement, certains d'entre nous ont se sentis envahis par notre père, notre mère, qui était de structure 2 énéagramme, qu'on appelle parfois les dents. Mais il se rejetait lui-même en réalité, le 2. Parfois, ça a aussi sa place de reconnaître que, oui, l'autre a fait ce qu'il a pu en fait. Le 3, eh bien effectivement, c'est le compétiteur et donc il veut réussir et donc c'est lui avant tout. C'est-à-dire c'est ma réussite avant tout. Et donc certains d'entre nous, eh ben, on a souffert d'un parent qui n'était jamais là parce qu'il y avait des trophées à décrocher. Hein. Il y avait un emploi qui prenait toute la place. Il y avait des réunions sans cesse. J'étais pas une priorité. Pour mon père ou ma mère. Voilà ce que va vivre certains qui sont éduqués par un 3. Mais en réalité, le 3, il n'est même pas une priorité pour lui-même. La priorité, c'est d'être vu dans ma réussite. Donc on peut simplement reconnaître que malheureusement, on a tendance aussi à offrir à nos enfants ce qu'on s'offre soi-même. J'ouvre une parenthèse, si on s'offre de la présence, si on est avec ce qui est, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être plus simple justement d'offrir cette présence. Si on se donne aucune présence, si on écrase l'émotionnel, si on n'a aucune tendresse envers nous-mêmes, bah naturellement, on risque aussi de proposer ça à nos enfants. Le 4, effectivement, eh bien, on n'est pas toujours à l'aise avec un parent qui est 4 parce qu'il est beaucoup dans sa tête, il est beaucoup dans l'imaginaire. Des fois, il a du mal avec des choses rationnelles. Il a une écoute qui est parfois un peu mouvante. Et donc, il s'écoute pas lui-même, le 4 en réalité. Cette rencontre émotionnelle, il la fait pas. Vous avez peut-être appris avec l'énéagramme que le 4 était à l'aise avec ses émotions, c'est pas vrai. En réalité, il est attiré par les émotions, mais il les vit pas pleinement. Il les libère pas réellement. Donc si vous avez souffert de vivre avec un parent 4, eh ben, sachez que le 4 aussi souffre à sa manière. Et que c'est difficile en réalité d'être parent. Et vous le savez peut-être si vous-même, vous êtes parent. Le 5, eh ben oui, le 5 a besoin de s'isoler et de nourrir un monde mental, analytique, quant à faire. Le 4 a tendance à nourrir un monde émotionnel. Le 5 a tendance à nourrir un monde mental. Effectivement, pendant qu'il nourrit ce monde mental, bah oui, il s'isole dans son bureau où il n'est pas là, en fait. Il ne vous confie pas réellement qui il est. Voilà. Mais personne ne sait qui est réellement le 5, puisqu'il a tendance à ne pas se confier réellement, à ne pas réellement confier ce qu'il a en tête. Donc, c'est pas personnel, en réalité. Souvent, on souffre, on se dit, voilà, j'ai vécu ça avec mes parents, qui étaient 5 et 6, ou 4 et 2, ou je ne sais quoi. Mais en réalité, bien, on a tous souffert du fait que notre profil énéagramme, c'est aussi une souffrance. C'est-à-dire que notre mental, la manière dont on fonctionne en réalité, est rempli de souffrance et nos émotions souvent sont pas libérées. Le 6 a besoin d'être en loyauté avec quelque chose qui lui sécurise. Et cette chose qui le sécurise mentalement, c'est pas toujours ses enfants. Donc quand on est élevé par un 6, on peut se sentir abandonné, mis de côté, trahi tout simplement. Le 7, effectivement, ben, court son plaisir et veut que la vie soit joyeuse. Donc parfois, les enfants, eh bien, c'est une pression. Et donc, il a tendance parfois à mettre la pression à ses enfants. Au même titre que le 6
a tendance à avoir en lui une anxiété et qu'il a tendance à donner cette anxiété à ses parents, à ses enfants, pardon. Le 8, ben oui, pour le 8, la vie est une jungle. Et donc, il sera peut-être pas là pour ses enfants. Il va peut-être lui donner un toit, il va peut-être aussi lui donner de la nourriture, c'est OK. Mais peut-être que la chaleur humaine, c'est difficile de l'avoir avec le 8. Mais le 8 n'a pas eu cette chaleur émotionnelle. Souvent, il a eu une enfance qui est difficile. Et le 9 a peur de créer du conflit, donc il se prend déjà pas en compte réellement lui-même. Donc, comme il se prend pas réellement en compte lui-même, c'est difficile, par exemple, pour le 9 de prendre en compte les besoins émotionnels réels de ses enfants. C'est possible. C'est possible que non. Et c'est possible aussi d'être à l'aise, quelle que soit la structure énéagramme de nos parents, mais cela va dépendre aussi d'où ils en sont. Donc, accepter aussi l'imperfection, accepter que la vie a été comme elle est, accepter que nos parents, peut-être, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alors bien sûr, il y a toujours ce cas de figure où vous avez vécu un drame. Et donc là, après, c'est ce discernement qui arrive par la présence. Présence à ce qui est, présence à ce que vous ressentez. Voilà, le présent, le fait d'être ici, d'être une présence à soi-même, à ses émotions. Et ça va vous donner la réponse. Le mental n'aura jamais la réponse à l'idée, est-ce qu'il faut que j'arrête de côtoyer mes parents ou pas? C'est une question qui est trop brutale. Dès que vous êtes un peu dans une analyse mentale, eh bien, vous aurez l'impression que la réponse est à la fois oui ou non. Et cette réponse ne sera jamais confortable s'il y a encore des émotions. Et ces émotions, c'est quelque chose qui se libère très facilement, très simplement, quand il y a de l'assise, quand vous êtes devenu une présence à vous-même, enfin, une présence au corps. Mais cette présence au corps, il faut le temps aussi qu'elle se développe. Et donc, parfois, on a le droit aussi de se faire aider par un thérapeute s'il est en mesure de libérer des émotions. À ce titre-là, si ça vous intéresse, comme d'autres, pas moi plus qu'un autre, eh bien, effectivement, je peux vous proposer une désensibilisation oculaire en ligne, hein, pourquoi pas, qui, effectivement, vous aide à vous laisser traverser par rapport à certaines sensations que vous avez vécues euh, dans l'enfance. Ça, souvent, quand on se laisse traverser par l'émotion, ça donne une vision plus fine de l'événement. Voilà, parce que parfois, notre mental raconte un peu des choses grossières. Quand vous plongez dans la colère, 9 fois sur 10, vous retrouvez de la tristesse. Derrière la tristesse, vous retrouvez d'autres sensations. Effectivement, cette rencontre sensorielle, cette rencontre kinesthésique, parfois elle dénoue la problématique. Voilà. Peut-être. À bientôt. Voilà. Au revoir.